ChatGPT est parfaitement incapable de faire de la philosophie. Donc il n'y avait pas de match en ce qui me concerne. C'est pas comme s'il y avait eu un match entre deux philosophes, si vous voulez, qui discutent, qui échangent de bonne foi leurs thèses, et dans l'espoir qu'un partage de la vérité ou qu'un partage de leurs connaissances les conduise vers plus de vérité. Non, pas du tout. Il y avait une copie de terminale que j'ai faite, une dissertation dans les règles de l'art, et de l'autre côté, la copie d'un élève, entre guillemets, qui n'a pas du tout compris l'exercice. Bienvenue, je suis Laurent Nicolas Guénoc du cabinet Convertéo. Je suis Lila Megraoua, journaliste. Et vous écoutez Changement d'époque en cours, le podcast de l'IA. Changement d'époque en cours. Épisode 1. Pensée, l'IA. Nous avons avec nous dans le studio de Magellan un invité exceptionnel qui va nous guider dans cet exercice d'effeuillage de l'intelligence artificielle, le philosophe et écrivain Raphaël Enthoven. Raphaël Enthoven, bonjour. Bonjour. Merci de votre accueil. Merci d'être avec nous. Vous avez publié récemment aux éditions de l'Observatoire L'Esprit artificiel, un essai passionnant portant sur l'IA. Qu'est-ce qui a déclenché votre envie d'écrire ce livre ? Deux choses. D'abord, la longue lecture de Bergson, c'est-à-dire du philosophe qui, pour le dire vraiment aussi rapidement que possible, théorise le fait que quand on aime, on ne compte pas. C'est-à-dire le philosophe de l'inquantifiable au sein de la vie, de tout ce qui ne peut pas se dénombrer dans l'existence. Il est le penseur, ce qu'il appelle la durée notamment. Il est le penseur de tout ce dont nous ne pouvons pas faire la comptabilité dans la vie, à commencer par les sentiments. Et de façon plus prosaïque, le livre est né du match que j'ai fait avec la machine le jour du bac philo, c'est-à-dire que je me suis confronté à ChatGPT pour le 14 juin 2023 à l'occasion du bac philo, et c'est de cette expérience-là, très concrètement, qu'est né le livre lui-même dont je portais l'idée en moi depuis longtemps. Alors que Deep Blue est un formidable compétiteur aux échecs et que AlphaGo est un extraordinaire compétiteur au Go, c'est pas des joueurs de Go, mais sont des compétiteurs, ChatGPT est parfaitement incapable de faire de la philosophie. Lysidol est vaincu par une extraordinaire machine à jouer au Go. Kasparov est vaincu par une extraordinaire machine à jouer aux échecs. Dans les deux cas, ils ne sont pas vaincus par un humain. Et donc je ne vois pas, moi, dans cette affaire, une crise du genre humain, si vous voulez. Les outils sont plus forts que nous. Nos outils ont toujours été plus forts que nous. Kasparov est vaincu par une usine dont la mémoire surpasse toute initiative qu'il pourrait avoir. En aucun cas, c'est une remise en cause de son génie. Pas plus qu'un boxeur qui serait battu par un robot, si vous voulez. Le métal est plus solide que le muscle. Donc il n'y a pas de problème avec ça. En revanche, la comparaison avec l'épisode du bac philo était tout à fait inadéquate. Donc il n'y avait pas de match en ce qui me concerne. C'est pas comme s'il y avait eu un match entre deux philosophes, si vous voulez, qui discutent, qui échangent de bonne foi leurs thèses, et dans l'espoir qu'un partage de la vérité ou qu'un partage de leurs connaissances les conduise vers plus de vérité. Non, pas du tout. Il y avait une copie de terminale que j'ai faite, une dissertation dans les règles de l'art, et de l'autre côté, la copie d'un élève, entre guillemets, qui n'a pas du tout compris l'exercice. Alors, racontez-nous un petit peu, quelle note avez-vous eu, quelle note a eu ChatGPT, et comment s'est déroulée la correction, quels enseignements on tire de tout ça ? On a tous les deux été surnotés. La machine a eu 11, moi j'ai eu 20. 20 surnotés parce qu'on ne met pas 20 à une copie de philo, surtout quand on la rédige en 1h15. En général, on a 4 heures, donc vraiment, il y avait suffisamment d'imperfections pour que ça ne mérite pas cette note-là, comme toujours dans une copie de philo. Et 11, il a été surnoté aussi, à mon avis, parce qu'il n'y avait pas de problématique dans sa copie. C'est-à-dire que la machine a pris la totalité. Le sujet, c'était: le bonheur est-il affaire de raison ? Est-il une affaire de raison ? Et la machine a réagi comme un mauvais élève, c'est-à-dire qu'elle s'est demandé quelle connaissance elle avait sur le sujet en question. Et là-dessus, elle a prélevé la totalité des doctrines du bonheur, qu'elle a rangées dans 3 tiroirs opportuns, 3 tiroirs indifférents surtout. Elle aurait pu mettre le 3e avant le premier, il n'y avait pas de nécessité à l'ordre dans lequel elle présentait les choses. Et elle a fait tout ça en 3 parties égales, elle a mis tout ça en 3 parties égales, le tout en 40 secondes.
Mais la copie n'était ni faite ni à faire parce qu'il n'y avait pas ce mouvement fondamental, c'est ça que j'explique dans le livre, c'est-à-dire le mouvement du bon élève, qui consiste face à un énoncé, non pas à d'emblée mobiliser ses connaissances, mais à se demander d'abord, à prendre un peu de recul par rapport au sujet et à se demander où se trouve le problème dans la question qu'on lui pose. C'est ce qu'on appelle la problématique. C'est un travail fondamental en philosophie. Par exemple, le bonheur est-il affaire de raison ? La problématique était très simple à trouver. Le bonheur est un sentiment. Comment un sentiment peut-il être affaire de raison ? Il fallait poser ça. Il fallait poser ça parce que ça manifestait qu'on avait analysé, très peu, mais suffisamment, les termes du sujet pour manifester ce qui, dans la question qu'on nous pose, posait problème. Et c'est ce que la machine est incapable de faire. Cet atome de réflexion, ce petit pas de côté, qui fonde la dissertation, qui fait qu'ensuite, la première partie doit venir avant la seconde, qui doit venir avant la troisième, et qu'il y a une nécessité à tout cela, eh bien, la problématique était absente de la copie de ChatGPT, et elle en était absente pour des raisons essentielles, pour des raisons fondamentales et durables. Raphaël Enthoven, je crois que vous dites que vous avez eu vous-même, dans votre jeunesse, 11 au bac de philo. Oui, c'est j'ai eu bien 11 ça. au bac, oui. Et alors, est-ce que vous croyez que si on laisse un peu le temps aux IA comme on vous l'a laissé à vous, elles peuvent s'améliorer ? 2 fois non. C'est-à-dire que non seulement dans les années, c'est-à-dire que dans 30 ans, 40 ans, 50 ans, la machine sera toujours incapable de faire une dissertation de philosophie, et parce qu'elle n'en prend pas le chemin. Parce que le chemin de la confection d'une problématique, le chemin de la pensée, n'est pas celui de l'accumulation du savoir, n'est pas celui de l'augmentation de la capacité de synthèse. Ce n'est pas le chemin de la pensée. C'est pas comme ça qu'on pense. Et donc, ça n'est pas en raffinant ce processus qu'on parvient à la pensée. Et 2 fois non, parce qu'il n'y a aucun sens à penser que la machine qui a eu 11 en 40 secondes aurait eu 20 elle-même en 1h30. La machine a fait son devoir en 40 secondes. Il n'y a aucun sens à demander à une intelligence artificielle de faire quelque chose en 1h30. C'est pour les humains que ça change la donne, d'avoir 1h30 ou d'avoir 40 secondes. Une machine est capable de vous détailler l'intérieur d'une centrale nucléaire en 40 secondes. Comment voulez-vous que ça change quelque chose, qu'on lui laisse 1h30 ? Donc ce qui était intéressant dans la critique qui m'avait été faite à ce moment-là, qui disait que la machine n'avait fait ça qu'en 40 secondes, c'était que c'était une critique qui anthropomorphisait la machine, qui faisait comme si c'était un humain, puisque c'est pour nous, évidemment, que ça change la donne, d'avoir 40 secondes ou 1h30. Vous mentionnez le Contre Sainte-Beuve, Oui. écrit par Proust, Oui. en comparant Sainte-Beuve, qui était un critique d'art du 19e, qui avait tendance à faire preuve de biographisme pour considérer les œuvres d'art. Et vous dites dans l'essai que quelque part Sainte-Beuve serait un ancêtre de l'IA. Mais c'est-à-dire, voilà. Qu'est-ce que vous entendez en fait, il faut revenir sur le Contre Sainte-Beuve. Dans le Contre Sainte-Beuve, Proust prend clairement position contre la méthode de Sainte-Beuve. La méthode de Sainte-Beuve, qui est un grand critique littéraire de son temps, qui régnait sur les lettres à l'époque, c'est une méthode positiviste. C'est l'idée que le livre n'est pas le fruit du hasard et que pour bien comprendre un livre, il faut bien comprendre la vie de son auteur. Il faut savoir quelle est sa religion, quels sont ses goûts, quels sont ses attachements, quels sont ses dégoûts, quelles sont ses craintes. Il faut avoir tous ces détails, toutes ces informations, et l'on peut, en accumulant les informations, brosser non seulement un portrait exhaustif de l'auteur, mais un portrait qui inclut même l'œuvre, et qui inclut une clé de compréhension de l'œuvre. Il vivait dans l'espoir d'une intelligibilité totale de l'œuvre grâce aux informations dont on pouvait disposer sur l'auteur. Et Proust, contre ça, écrit en faisant valoir l'irréductible opacité d'abord d'un auteur à son livre, la différence entre l'auteur et celui qui dit je dans le livre, et l'irréductible opacité d'un livre au biographème de celui qui lui a donné le jour. L'enjeu, c'est l'illusion qu'on peut, en accumulant du savoir, avoir développé la connaissance exhaustive de quelqu'un. Or, cette illusion-là, c'est exactement la même illusion que celle qui consiste à croire qu'on pourrait, en accumulant la totalité des datas que nous laissons, reproduire celui que nous sommes. Si on accumule la totalité des traces que nous laissons sur Terre, nous n'obtenons de nous-mêmes qu'un succédané, un ersatz, une pâle copie, une pâlissime copie, à laquelle manque ce principe indocile qu'on appelle un caractère. Et c'est en proustien que je le dis, contre les Sainte-Beuviens qui considèrent que, d'une certaine manière, nous ne sommes pas séparables de la totalité des choses qu'on peut savoir sur nous.
Il y a, Raphaël Enthoven, peut-être un sujet lié à la notion d'effort investi dans la progression de la connaissance et du savoir humain, peut-être trop s'en remettre à ces technologies d'intelligence artificielle pour leur déléguer le savoir et la résolution de nos problèmes. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose ici qui est une crainte d'un appauvrissement, si ce n'est de la connaissance, du moins du goût de l'effort? C'est une crainte qui remonte à un dialogue de Platon qui s'appelle le Phèdre, au terme duquel Socrate raconte la rencontre de Thammuz et de Pharaon, de Teut et de Thammuz. Teut, c'est le scribe, et Thammuz, le pharaon. Et Teut dit à Thammuz, Pharaon, j'ai trouvé quelque chose d'extraordinaire pour sauver la mémoire. Ah bon, dit Pharaon, qu'est-ce que c'est? Il dit, ça s'appelle l'écriture. Ah bon, comment ça marche? Il lui explique. Et Pharaon, qui est pas bête, lui dit, mais pardon, tu n'as pas sauvé la mémoire, tu viens de sauver l'oubli. Puisqu'en réalité, désormais, maintenant qu'on peut écrire ce qui nous arrive, nous allons pouvoir ne plus y penser. Et la prédiction de Pharaon est avérée par, par exemple, le moindre effort que l'on faisait de se souvenir d'un texte au moment de l'invention de l'imprimerie. Le moindre effort que nous faisons maintenant de nous souvenir de nos vacances depuis que nous avons des bibliothèques de photos sur nos appareils photos, sur nos téléphones. C'est-à-dire que, en fait, Platon décrit le modèle d'une paresse acquise par l'outil dont on dispose, et qui est un modèle toujours pertinent, et qu'on retrouve aujourd'hui avec le syndrome du mauvais élève qui va chercher en ligne son devoir. Mais on peut retourner complètement la chose. On peut retourner complètement la chose en considérant que puisque un élève ne peut plus faire de devoirs à la maison, il n'y a aucun sens à donner un devoir à faire à la maison, c'est le retour des devoirs sur table. C'est le retour des vraies épreuves, où les élèves donnent véritablement leurs mesures, sans outils et avec un stylo. On peut aussi considérer que ce que nous ne faisons plus l'effort, ce dont nous ne faisons plus l'effort de nous souvenir, ce que nous oublions, c'est ce que nous pouvions oublier, peut-être. Est-ce que l'invention de ces outils nous fait méconnaître ce que nous vivons d'inoubliable? Parfois, on a tendance à, quand on vit quelque chose d'exceptionnel, à sortir son appareil photo pour le prendre en photo. Et on néglige de le vivre par le goût d'en témoigner. C'est possible. C'est une tendance contemporaine qui vient avec les outils que nous avons. Mais là encore, c'est vieux comme l'humanité. Si vous voulez, la paresse qui vient avec les outils, comme la mise à distance du spectacle par les outils destinés à les photographier, tout cela est d'une certaine manière aussi vieux que l'outil ou que la photo elle-même, et n'est pas apparu avec l'IA, mais peut-être augmenté. Alors vous évoquez dans l'esprit artificiel plusieurs imaginaires autour de cette machine. Vous évoquez l'exemple de HAL dans 2001, l'Odyssée de l'espace, Rutger Hauer qui joue un réplicant dans Blade Runner. Blade Runner, merci. Et vous semblez dire que cette peur, cette description d'une machine consciente, une machine sensible, ce serait une peur mal placée. Enfin, il faut revenir sur les deux exemples que vous donnez, ils sont très intéressants. Dans 2001, HAL, dont le nom vient de IBM, H-A-L, c'est les 3 lettres qui précèdent IBM. Donc le HAL, le fameux robot dans 2001, qui tue les astronautes parce qu'il perçoit une menace en déchiffrant sur leurs lèvres le projet d'abandonner le projet pour lequel l'ordinateur a été mandaté. HAL tue les gens, et quand il faut débrancher HAL lui-même, il y a cette scène extraordinaire avec ce long monologue de la machine qui, d'une voix monocorde parce qu'elle n'a pas d'intonation, dit « j'ai peur, j'ai peur, j'ai peur, j'ai peur », c'est-à-dire dit sa peur. Ce qui est très beau dans cette histoire, c'est de montrer que la conscience d'être vivant, c'est-à-dire en fait la dotation de la vie par la machine, enfin à la machine, s'accompagne fatalement de la peur de mourir et du fait que si l'on débranche un ordinateur qui est vivant, eh bien on le tue. Donc c'est ça qui est très beau dans le film. Dans Blade Runner, ce qui est formidable, c'est que les réplicants ont 4 ans de vie.
Pourquoi n'ont-ils que 4 ans de vie? Parce qu'on veut de cette manière garder la main sur eux seulement. La conscience de leur propre mortalité et de l'imminence de leur propre mortalité leur impose de s'emparer de leur propre vie et d'acquérir l'autonomie dont on a cru les dépouiller de cette façon. Autrement dit, il décrit, là encore, la peur de mourir comme constitutive de l'acquisition d'une conscience. Et de façon générale, nous n'avons pas cessé de raconter cette dystopie. Pygmalion, le Golem, Blade Runner, Frankenstein, Pinocchio, Star Wars, Matrix, etc. Nous n'avons jamais cessé de raconter cette histoire. C'est-à-dire, nous n'avons jamais cessé de nous raconter l'histoire de création, de fabrication, d'un pantin de bois, d'un ordinateur, etc., qui deviennent des créatures. Nous n'avons jamais cessé de faire le rêve que les objets que nous fabriquons de toutes pièces vont s'affranchir de nous, s'autonomiser, conquérir une autonomie et nous tourner le dos. Nous n'avons jamais cessé de faire ça. Alors, tantôt c'est un rêve, tantôt c'est un cauchemar, mais c'est un rêve ou un cauchemar qui renseigne sur le rêveur, qui ne renseigne pas sur la capacité qu'on aurait à créer un artefact intelligent. Nous en sommes aussi loin qu'à l'époque de Pygmalion. Seulement, on vit toujours ça comme si on était sur le point d'y parvenir, comme s'il y avait là quelque chose comme un mot sur le bout de la langue, comme quelque chose qui est imminent, alors qu'en réalité c'est à l'autre bout de l'univers. L'algorithme d'une voiture autonome qui prend la décision d'éviter un enfant qui traverse brusquement la rue et qui tue le conducteur de la voiture. Cet algorithme prend une décision sans hésiter, sans douter. On en est assez proche de ce type de nouveau dilemme. Ça, ce n'est plus de l'ordre du fantasme. Oui, bien sûr, mais l'algorithme n'est pas responsable. On ne va pas faire un procès à l'algorithme. On ne fait pas un procès à l'algorithme, on fait un procès au conducteur dont la responsabilité demeure engagée bien qu'il emprunte une voiture autonome. C'est-à-dire que emprunter une voiture autonome, quand on aura libre accès aux voitures autonomes, emprunter une voiture autonome ne va certainement pas nous dispenser de la responsabilité de conducteur. Autrement dit, le fait de prendre une voiture autonome ne nous dispense pas de prendre le volant ni d'assumer les décisions qu'il faut prendre, précisément dans un cas de figure comme celui-là. Ce genre de dilemme ne fonctionne pas à l'intérieur des sociétés humaines. Donc la question de la responsabilité humaine ne sera pas épuisée par l'invention d'outils autonomes. Et de ce point de vue d'ailleurs, le mot de autonome est tout à fait impropre pour qualifier ces outils, puisque étymologiquement, l'autonomie, c'est le fait de se donner à soi-même sa propre loi, nomos. C'est le fait de se donner à soi-même sa propre loi. Une voiture autonome ne se donne pas à elle-même sa propre loi et ne nous sort pas du régime de responsabilité qui est le nôtre. Finalement, vous avez une vision assez positive de l'intelligence artificielle. Je ne sais pas ce que ça veut dire positif. Vous ne semblez pas en avoir peur. Je n'ai pas peur que l'IA devienne humaine. Je n'ai pas peur qu'à l'humanité se substitue l'IA. Je n'ai pas peur du grand remplacement de l'humanité par l'IA. Je n'y crois pas. Et je ne crois pas qu'on en prenne le chemin. Je crois en revanche à la persistance du mythe selon lequel ça va nous arriver bientôt. Mais je ne crois pas que cela nous arrive bientôt. Je pense que c'est plus intéressant de s'interroger sur les raisons pour lesquelles on a besoin de le croire que sur la capacité même d'y parvenir. Mais cela ne signifie pas que nous ne soyons pas en danger. C'est-à-dire le fait que l'humanité soit d'une étoffe qu'aucune machine ne synthétise convenablement ne signifie pas que nous ne puissions nous-mêmes nous robotiser, nous machiniser, abjurer notre conscience, vivre comme des moutons dans un monde de préjugés. Ce que je veux dire, c'est que nous sommes tout à fait perméables à la machinisation de nos esprits. C'est la machine, en revanche, qui est d'une certaine manière imperméable à l'humanisation du sien, entre guillemets. Ce que vous appelez d'ailleurs dans votre essai, vous évoquez un autre essai, l'essai de Gerald Bronner, l'Apocalypse cognitive, qui parle de nos esprits, du risque d'avoir nos esprits zombifiés. Oui, Gerald Bronner décrit dans l'Apocalypse cognitive, qui est un livre remarquable, la captation de nos cerveaux par une information dérégulée. La captation déraisonnable de nos cerveaux par une information dérégulée. Il en fait un problème de santé publique, il a raison. Il a raison, c'est un problème de santé publique. Moi, je travaille pas là-dessus. Je travaille sur l'articulation de cette captation et du sentiment que les machines sont vivantes. C'est-à-dire que
sur le lien qu'il y a entre le fait de se soumettre à la tutelle de nos écrans et l'envie de penser que nos écrans sont autonomes. Parce que l'idée d'être vaincu par un objet inanimé n'est tout simplement pas acceptable par nous. Donc ce qui m'intéresse, moi, c'est la coïncidence, où je ne vois pas un hasard, du désir de penser que nos outils sont vivants et du fait que nous nous soumettons à eux. Qu'est-ce que vous voulez dire en disant que vous ne voyez pas de hasard là-dedans ? C'est qu'on a besoin de penser qu'ils sont vivants. On peut pas accepter d'être vaincu par quelque chose qui n'a pas l'intention de nous vaincre. C'est pas acceptable. C'est pas acceptable. En réalité, c'est la façon que nous avons trouvé de fuir notre propre responsabilité dans l'asservissement auquel on se livre, dans la tutelle des écrans. C'est la façon qu'on a trouvé de nous sentir moins responsables. C'est pas de ma faute. C'est mon iPad qui m'hypnotise. C'est mon iPhone qui veut que je le regarde. C'est pas de ma faute. Il y a quelque chose d'intéressant dans le rêve de l'esprit au cœur de la machine. Parce que si la machine pouvait être, si j'ose dire, non pas spirituelle, mais dotée d'une intention, on pourrait alors lui faire le procès de nos propres démissions devant elle. En réalité, la paresse qui nous vient avec les outils numériques, avec les bibliothèques de photos par exemple, ou avec ChatGPT, et tous les comportements qui se déduisent des outils nouveaux dont nous disposons sont des décisions qui engagent notre responsabilité plus que les conséquences de la confection de ces outils. Les technologies d'IA, elles ont besoin de 3 choses. De gigantesques quantités de données, d'algorithmes pour travailler sur ces données et de puissance de calcul. Ces 3 dimensions progressent tout de même, chacune dans leur domaine, très fortement, très vite. Qu'est-ce qui vous permet d'affirmer que, malgré tous ces progrès, on est toujours aussi loin qu'on ne l'a jamais été de doter la machine d'intelligence ? Prenons par exemple, l'exemple de la mémoire. La mémoire de la machine est affaire de quantité, de classement, de redistribution. Et l'on peut, avec une machine, faire la sommation de tout son savoir en un instant. Le savoir disponible est toujours disponible. La mémoire humaine, c'est une autre expérience. Ceux qui ont fait du théâtre s'en souviennent, ou ceux qui préparent une interro s'en souviennent. Quand on s'approche de l'interro, on a toujours l'impression d'avoir tout oublié. Pourquoi est-ce qu'on a l'impression d'avoir tout oublié ? Parce qu'on voudrait faire la sommation à la façon d'une machine de tout le savoir disponible pour être bien sûr d'en disposer. Seulement, on ne peut pas. Notre mémoire est une conservation sans conservatoire, qui invoque le souvenir opportun au moment où nous en avons besoin. Je convoque 1000 éléments de ma mémoire pour fabriquer la phrase que je formule au moment de vous répondre. Et tous ces éléments de ma mémoire se conjuguent dans la décision opportune du choix du mot qui est le mien. Autrement dit, la mémoire humaine est une affaire de capacité plus qu'une affaire de stock. La mémoire humaine s'entretient en s'exerçant, la mémoire de la machine s'entretient en augmentant. Ce n'est pas le même exercice. La mémoire humaine est un muscle. C'est aussi la raison pour laquelle on peut indéfiniment apprendre des choses. Et plus on apprend, plus notre capacité d'apprendre augmente. Mais la mémoire humaine est une affaire de capacité. C'est la différence entre les 2 éducations de Gargantua. La première éducation de Gargantua, c'est l'éducation épouvantable d'un jeune homme qui dort tard, qui se gratte le ventre, qui mange des pintades à la moutarde, qui fait la sieste et qui rote et qui n'apprend rien, et puis qui devient un jour un jeune homme accompli parce que on réforme son mode éducatif, il se met à se lever tôt, il fait des frictions, il fait du sport, il apprend des choses et c'est formidable. Pourquoi le peut-il ? Parce que la mémoire de Gargantua n'est précisément pas justement une affaire d'enflure, une affaire de gigantisme. C'est une affaire d'utilisation opportune, d'utilisation adéquate. Donc on peut le prendre par l'angle de la mémoire. On peut aussi le prendre par l'angle de l'apprentissage. Par exemple, dans le livre de Yann Lequin, « Quand la machine apprend », Yann Lequin explique très bien comment l'intelligence artificielle, en son origine, procède d'un mollusque, l'aplysie. C'est un mollusque dont la particularité est qu'il se contracte quand on le gratouille, mais qu'il le fait de moins en moins à mesure qu'on répète le geste. Parce que, alors qu'il a peu de synapses, eh bien, il adapte la configuration de ses synapses au sentiment que le danger s'est estompé, qu'il n'y a pas de danger à cela. On est en présence de l'adaptation synaptique sous sa forme la plus rudimentaire. Et c'est sur le modèle de l'adaptation synaptique qu'on a pensé les machines.
Et donc, l'adaptation synaptique consiste, par exemple, pour reconnaître une baleine, à recevoir des millions de photos de baleines de manière à identifier la baleine sur une photo qu'on n'a pas vue. Et ainsi de suite. Autrement dit, la machine apprend. Mais comment apprend-elle? Le deep learning. Le learning, c'est quoi? Comment apprend-elle? Elle apprend à devancer ce qu'elle n'a pas encore vu. Elle apprend à ne pas être surprise par ce qu'elle n'a pas encore vu. Et c'est de cette façon qu'on arrive à concevoir un outil, un assistant extraordinaire qui devance pour nous quantité de choses. Bien. Comment on travaille en philosophie? C'est une banalité de le dire, le point de départ de la philosophie, c'est l'étonnement. Mais l'étonnement n'est pas l'étonnement devant ce qui est étonnant, parce que rien n'est plus facile que de s'étonner de ce qui est étonnant. C'est l'étonnement devant ce qui est ordinaire, devant ce qu'on a coutume de voir, devant ce qui est familier. C'est pour ça que le déjà-vu est si important en philosophie et si intéressant, parce que le déjà-vu, c'est un objet qui nous paraît étonnant dans le moment même où nous avons l'impression qu'en réalité il est familier alors qu'on le voit pour la première fois. Donc on est au cœur de l'étonnement philosophique avec la question du déjà-vu. La philosophie procède de l'étonnement, autrement dit, la philosophie consiste à s'étonner de ce qu'on a l'habitude de voir. L'IA consiste à ne pas être surpris par ce qu'on n'a pas encore vu. Là encore, comme pour la mémoire, les directions sont antinomiques. Et c'est ce qui me permet de dire que l'IA, si magnifique soit-elle, si potentiellement dotée de progrès considérables soit-elle, l'IA ne prend pas le chemin ni de la réflexion, ni de la conscience, ni de la vie. Et une autre spécificité humaine concernant la mémoire, de lire votre livre, ça m'a permis de me replonger avec un souvenir que j'ai eu d'une lecture, il me semble que c'est dans Le Temps retrouvé. Le narrateur se rend vers l'hôtel de Guermantes, il trébuche sur 2 pavés inégaux, et à ce moment-là, lui revient le souvenir, alors que quelques secondes auparavant, il était malheureux, un souvenir heureux, les pavés inégaux du baptistère de Saint-Marc à Venise. La mémoire, c'est un cas parfait de mémoire involontaire. Ça aussi, c'est exactement ce que la machine ne peut pas penser. C'est exactement ce que la machine ne peut pas comprendre. Le narrateur trébuche sur les pavés mal égaris de la cour de l'hôtel de Guermantes, et la forme du pavé, le fait de trébucher, lui rappelle les pavés inégaux du baptistère de la place Saint-Marc. Mais c'est pas que ça les lui rappelle, c'est que ça les fait surgir, ça les rend présents. Il convoque un sentiment. Ça les rend présents. Le souvenir chez Proust n'est pas un souvenir du passé, c'est un souvenir du présent, qui donne au présent qui nous entoure une extraordinaire densité d'intérêt, puisque soudain, le tintement d'une cuillère sur un verre d'orangeade évoque le carillon d'une enfance associée à un désarroi. Et en fait, ce que Proust décrit dans Le Temps retrouvé, cette communauté de souvenirs qui traverse le temps, c'est à la fois le fait que le temps retrouvé conjure le passage du temps en nous rendant contemporains de la totalité de nos émotions, mais que le temps retrouvé est également repose sur des associations d'idées dont la singularité ne peut pas faire l'objet d'une synthèse par une machine. Comment une machine pourrait-elle imaginer que le tintement d'un verre d'orangeade rappelle le carillon de son enfance, ou plus exactement, rend présent à son cœur le carillon, le bruit lui-même, clair et ferrugineux du carillon de son enfance? Comment est-ce qu'il... Comment une IA? C'est comme, il paraît que Flaubert, un jour, visitant la pyramide de Khéops, sort de la pyramide de Khéops, se tape le front et dit « Ah, elle s'appellera Emma !» Comment, dans quel labyrinthe, de quelle manière, à quelle odeur, de quelle façon, par quelle association d'idées. Peut-être pour rester sur l'apprentissage, des outils d'intelligence artificielle font leur entrée dans les classes. On appelle ça l'apprentissage adaptif. Qu'est-ce que vous en pensez de l'utilisation de ces outils d'intelligence artificielle pour façonner l'esprit critique des générations futures? C'est très important. Il faut savoir s'en servir. Il faut savoir s'en servir précisément parce que apprendre à s'en servir, c'est la meilleure façon de ne pas s'en servir à mauvais escient. Il y a quelque chose d'insubstituable dans le travail que fournit un élève, dans l'effort de réflexion. Je ne dis que cela.
Je ne dis que cela. Et les outils, si performants soient-ils, les outils dont nous disposons ne nous dispensent pas de faire un tel effort. Donc il faut avoir la maîtrise de ces outils. Ça nous permet de comprendre que ces outils n'ont pas réponse à tout. Vous savez, l'IA, c'est comme le génie d'Aladin. Il peut tout faire, mais tout ce qu'il peut faire fait partie, ce sont des choses que les humains peuvent faire aussi. Le génie peut vous rendre riche en un claquement de doigts, mais on peut aussi devenir riche par soi-même. Ce que je veux dire, c'est que, en revanche, le génie échoue à provoquer l'amour, comme il échoue à ressusciter les morts. Ce sont les limites de l'IA. C'est-à-dire, c'est le sentiment et c'est la vie. Ce sont les limites de l'IA. Ce sont exactement les limites de l'IA. Nous vivons dans le fantasme qu'on pourrait, comme avec une lampe magique, tout obtenir de l'IA. Sauf qu'on peut tout obtenir de l'IA, sauf ce qui n'a pas de prix, sauf ce qui ne se dénombre pas, sauf ce qui ne se démontre pas et qui fait le sel de la vie. Les systèmes d'IA en discussion ces temps-ci sont fortement critiqués pour les biais qui transpirent des résultats qu'elles fournissent. Des biais évidemment sexistes, demander par exemple à un modèle d'image de produire une situation au travail et vous verrez un homme debout en train d'expliquer à une femme assise, voire de dos, plus fréquemment. Demander des images de la banlieue française, bonjour les clichés misérabilistes, racistes. Le fait que la machine, que ces machines nous renvoient en miroir nos propres imperfections, qu'est-ce que ça inspire aux philosophes ? C'est tout simplement que la machine, c'est ce que vous dites. La machine n'est que le reflet de ce que nous sommes. Elle n'a pas d'autonomie. Elle n'a pas d'intention. La machine n'est pas un individu. Elle n'a pas d'esprit critique. Elle doit plaire à tout le monde. Par exemple, le jour où elle a fait sa dissertation de philosophie, le bonheur est-il une affaire de raison ? Elle a répondu que oui, mais que pas seulement. L'enjeu, elle ne peut pas répondre autre chose. La machine ne peut pas être autre chose que la résonance, l'écho de tout ce que nous sommes nous-mêmes, en aucune manière. Donc elle nous renseigne sur nous-mêmes à la façon d'un reflet, plus qu'elle ne nous permet d'apprendre des choses. Elle est aussi le symptôme de ce que nous sommes. Cela dit, les biais, nous avons toujours la liberté de les travailler. Le fait d'avoir des biais, ou le fait d'avoir des préjugés, le fait d'avoir des idées préconçues ou des idées reçues, le vrai danger, il est là. Il n'est pas dans les algorithmes qui se font l'écho de ces idées reçues. Il est dans le désir bien rassurant, en chaque individu, de vivre entouré de préjugés. Donc, nous n'avons pas changé d'adversaire. L'adversaire, c'est toujours la peur de penser contre soi-même. Et c'est à cela qu'il faut s'adresser, plus qu'à l'outil lui-même. Que l'outil témoigne de nos propres biais, il n'y a rien à dire à cela. Il n'y a rien à dire à cela. Sinon que c'est le travail du pédagogue de contrer les biais par lesquels nous croyons au lieu de penser. Alors pour finir, j'aimerais vous faire réagir au dire du moine franciscain Paolo Benanti, qui conseille le pape François en matière d'intelligence artificielle. Il dit ceci: « C'est désormais une machine qui peut décider du sort d'un être humain transformé et réduit à des données. C'est un changement social profond. Nous venons après la génération de ceux qui, face au carbone, n'ont pas pensé durabilité. Voulons-nous être la génération qui n'aurait pas même interroger sérieusement la technologie ?» Qu'est-ce que vous en pensez ? Non, c'est un vieux procès. C'est un vieux procès de l'Église. C'est un vieux procès de l'Église qui consiste à penser que l'émergence des machines ou des outils se fait aux dépens de la spiritualité, et qu'en somme, nous sommes en présence d'une humanité qui signerait son arrêt de mort par refus de sa propre exception au sein de la création. C'est un vieux grief. En fait, c'est une reprise de l'illusion médiévale selon laquelle l'homme est le centre de la création. Il n'y a pas... comment dire ? Prenons par exemple le clonage. Le clonage. On n'y est pas encore, hein, mais imaginons qu'on soit capable demain de cloner un humain. Qu'on vous prenne un cheveu et on fasse un autre vous-même.
L'autre vous-même qu'on obtiendrait à partir d'un cheveu de vous-même est un individu. Ce n'est pas vous-même. Ça n'est pas une usine à organes dont on peut prélever les organes au besoin, par exemple. C'est pas ça. Non, c'est un individu, nanti des mêmes droits, dont l'épigénèse, c'est-à-dire l'environnement, la vie, fabriquera un caractère qui en lui-même n'appartiendra qu'à cette personne-là. Le clone de vous-même, produit de cette façon, n'aurait pas moins de dignité que vous-même. La question même de la spécificité humaine ou de la dignité humaine ne dépend pas de ses modalités de conception. Ce qui fait de nous des êtres dignes, ce n'est pas la façon dont nous sommes venus au monde, sinon un enfant issu de GPA serait moins digne qu'un autre, aurait moins de dignité qu'un autre. On peut déplorer cette façon de faire, on peut regretter cette façon de faire, on peut y voir la promesse d'un monde sans morale peut-être. Tout ce qu'on veut, tout est possible. Merci beaucoup, Raphaël Enthoven. Merci à vous, avec plaisir. Pour approfondir le sujet, je vous invite chaudement à lire L'Esprit artificiel, Merci, édité aux éditions de l'Observatoire. Merci beaucoup. Merci à vous. Je vous dis un très grand merci d'avoir écouté avec nous ce premier épisode de Changement d'époque en cours et d'avoir pensé l'IA avec Raphaël Enthoven, philosophe, écrivain. N'oubliez pas de vous abonner au podcast pour ne rien manquer des prochains épisodes. Retrouvez également Filter IA, notre newsletter dédiée à l'IA sur la page LinkedIn de Converteo. Si vous souhaitez nous écrire, c'est par ici, changement@converteo.com, où on attend vos commentaires, vos remarques, vos idées de sujets pour les prochains épisodes. Je remercie toute l'équipe de Converteo qui m'aide à préparer ce podcast, Mathilde Millet, Raphaël Fétic, Charles Le Tailleur. Et un très grand merci aux équipes de Magellan qui nous aident à réaliser l'émission, Cécilia Gabizon, Yanis Hachemi, Raphaël Camoun. Merci à toutes et tous. On vous retrouve très bientôt. Salut!